Et Sud Radio. On continue à parler de votre corps, ou plutôt vous venez parler de votre corps sur Sud Radio au 0826 300 300. Lucie Vincent est avec nous, vous êtes passionnée par tout ce que vous découvrez, vous êtes neurobiologiste forcément, donc, et votre dernier livre, Tout commence avec le corps, c'est aux éditions Odile Jacob. Je précise que dans ce livre, il y a tout un passage intéressant si vous êtes parent, où vous racontez comment vous pouvez aider vos enfants justement à être dans leur corps, et si vous avez des questions à poser à ce sujet à Lucie Vincent, vous pouvez nous appeler tout de suite au 0826 300 300. Alors ma devinette, elle est intéressante, le point commun entre un mensonge et du sperme. Ouais, on est très tenté de parler du masculin quand même. Ah bah oui, c'est un peu ça. Dans les deux cas, c'est un peu difficile à faire avaler à sa femme. Je vous avais dit, la réponse est aussi drôle que la question. Bonjour Karen. Bonjour à toutes les deux, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci. Alors justement, vous avez envie de nous raconter ce que vous a dit votre thérapeute, qui pense que vous n'êtes pas très en relation entre le corps et l'esprit. C'est un euphémisme. Oui, très très peu en relation. Alors quand elle me disait qu'il fallait effectivement que je connecte ma tête au corps, pour moi c'était quelque chose de complètement abstrait. C'est un peu comme si on avait donné une fourchette à une poule. Je savais pas ce dont elle parlait. D'ailleurs, il y a eu un moment où je me suis un peu butée parce que je dis dites-moi quoi faire, dites-moi ce que je dois faire parce que moi je comprends pas. Et c'est vrai que j'essaye petit à petit, mais c'est très très difficile. Et je pense que ce que disait Delphine tout à l'heure est très juste. On n'apprend pas quand on est enfant à être connecté à soi-même. Et quand on n'est pas connecté à soi-même, c'est toute notre vie qui... Alors Karen, je crois que ce qui est important, excusez-moi, oui. Quand on est enfant, quand on est tout petit, on est dans son corps et on ressent les choses et on a des émotions qui sont impossibles à rationaliser parce qu'on n'a pas encore la capacité à rationaliser. Et c'est parce que nos parents ne nous reçoivent pas avec nos ressentis et nos émotions, qu'on va fabriquer une sorte de système qui va faire qu'après, en effet, on ne ressent plus rien. Et c'est tout un apprentissage qui va être nécessaire, en effet, après la puberté. Et pour devenir adulte, on est obligé presque de se remettre au monde, si je puis dire. C'est un peu ça, Lucie Vincent. Je pense que ça contribue beaucoup au problème, oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de demander à Karen, moi, comment est son mode de vie ? Est-ce que vous allez dans la nature ? Est-ce que vous vivez à la campagne ? Est-ce que vous faites des activités physiques ? Comment est-ce que vous mangez ? Tout cela est très important pour commencer. Alors, la nature, oui, c'est quelque chose qui est très présent. Je ne vis pas à la campagne, mais j'y vais au moins tous les week-ends et j'ai la chance d'habiter pas très loin de la mer. Donc les promenades au bord de la mer, c'est quelque chose de très fréquent. Mais c'est surtout que je disais, toi, tu as de la résistance, toi, ceci, toi, cela. Et en fait, j'écoutais pas mon corps. Ça me pose d'ailleurs des soucis de santé aujourd'hui, puisque je fais des tendinites à répétition, etc. Et c'est grâce à cet état de santé que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Effectivement, je me suis orientée, même si j'ai toujours aimé manger correctement, mais vers une alimentation à indice glycémique bas, anti-inflammatoire, etc. Faire beaucoup Alors, plus attention. attendez, parce que vous êtes quand même relié à la nature, vous faites attention à ce que vous mangez, donc vous êtes quand même dans votre corps. Qu'est-ce qui fait dire que vous n'êtes pas dans votre corps ? Est-ce que c'est par rapport à la sexualité ? Précisément, alors, ça y joue. Ça y joue. Je pense que il y a aussi la notion de contrôle. C'est-à-dire que même si des choses vont me procurer du plaisir, ou même si mon corps va m'alerter sur certaines choses, vous êtes dans un contrôle. Vous êtes dans un contrôle permanent, donc, oui. C'est ça ? Oui. C'est ça. Vous voulez pas vous laisser vivre ? Non. Non, parce que c'est dangereux de se laisser vivre. Et après, il y a l'hypersensibilité qui se greffe dessus. Et là, c'est quoi le danger ? De ne pas
savoir ce qui va arriver, de ne pas savoir. Et pourtant, je sais que même si des choses sont surprenantes, ça peut être positif, que ça va être, que ça peut être, que si jamais c'est négatif, je vais savoir me débrouiller. Quelle serait la mémoire corporelle qui vous fait avoir peur de ce qui pourrait arriver? Parce qu'en fait, c'est des peurs qui vous font contrôler. Oui, sûrement. Sûrement. Alors, la mémoire, il y a quelque chose, par exemple, dont je me suis souvenue et que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Oui. Tant la thérapeute que quand je fais du sport, on me disait tout le temps, mais baisse tes épaules, baisse tes épaules. Et je me suis souvenue que ma maman nous disait, quand mon père rentrait, parce qu'il n'était pas facile à vivre, elle nous disait à mon frère et moi, les enfants, la tête dans les épaules, je ne veux pas vous entendre. D'accord. Et je me suis souvenue de ça et je me dis, mais c'est un peu comme tout à l'heure l'histoire de ne pas parler. Oui, et votre mère était quelqu'un qui contrôle tout? Oui. Donc en fait, vous êtes encore dans une identification maternelle? Sûrement, oui. Sûrement. Mais j'ai beaucoup de mal, en plus, elle est disparue très très tôt, et j'ai beaucoup de mal à reconnaître que ces modes de fonctionnement étaient peut-être pas les bons. Il y a un côté idéalisation du parent et j'ai encore du mal à me dire mais vous savez Karen, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous aider. Quand on est enfant, on s'identifie d'abord à la personne qui est de notre sexe, donc à notre mère, et c'est ensuite l'autre, donc le père, qui nous permet de s'éloigner un peu de cette identification et d'arriver à trouver un juste milieu. Mais quand on a un père comme le vôtre qui visiblement était violent et dangereux, vous n'avez pas pu vous identifier à quelqu'un d'autre que votre mère. Et donc c'est peut-être ça maintenant qu'il faut arriver à comprendre. Quels pourraient être vos modèles quand vous étiez enfant, autres que votre mère, et pourquoi vous n'avez pas pu vous identifier un petit peu à d'autres personnes? Parce que maintenant il va falloir faire ce travail d'identification à d'autres que votre mère pour justement sortir de cette idéalisation. Oui. À qui vous aimeriez ressembler, par exemple? J'avais un grand-père qui était exemplaire, par exemple. Bon. Qui était, si on prend autre que féminin. Parce que c'est vrai que dans la famille, toutes les femmes étaient bien ancrées, très robustes, très solides. Et c'est ce modèle-là qu'on m'a montré. Et c'était, faut pas trop s'écouter, faut pas. Et c'est des choses qui, surtout, enfin, j'ai un peu plus de 50 ans à cette époque-là. On nous incitait pas, comme vous disiez tout à l'heure, à conserver notre part d'enfant pour pouvoir bien en vivre. 1980, si je fais le calcul rapide, à peu près. 71, ouais. Oui, bon, 71, vous aviez 10 ans en 80. Non, on était déjà dans une société où le corps était libre et où on pouvait espérer vivre quelque chose de chouette. Non, je pense que vous êtes très marqué sans doute par et c'est ça qu'il faut arriver maintenant à vous remémorer des images. Alors pourquoi pas ce grand-père paternel, mais c'est important parce qu'elles sont en vous, ces images-là, il faut les retrouver. Oui. Oui, mais d'une certaine manière, c'est aussi un peu, enfin, ça me donne la sensation, mais même si je sais que c'est pas vrai, mais c'est encore très, très imprégné en moi. C'est d'une certaine manière, c'est un peu comme si je devais renier une partie, et ça, j'ai encore du mal à le faire. Alors, je pense qu'il faut écouter ce que vous venez de dire. Il faut que vous écoutiez. Je pense que ce qu'a dit Brigitte est très, très important pour vous et vous avez eu une prise de conscience, je pense, là, de certaines choses. Et donc, j'hésite à passer à un autre sujet parce que je pense que c'est très, très important. Alors, réécoutez cette partie de l'émission après, restez là-dessus et concentrez-vous. Mais je voudrais quand même revenir sur cette notion dont on a parlé tout à l'heure, sur la prise de risque pour la conscience en soi. Et vous ne nous avez pas parlé, vous avez dit que vous êtes beaucoup dans la nature, mais vous ne nous avez pas parlé des activités physiques que vous faites, vous. Alors, à part marcher, quand mes tendinites me laissent un petit peu tranquille, j'aime beaucoup nager. Ok, marcher et nager. L'eau, c'est un élément, pour moi,
C'est l'élément dans lequel je me sens bien. C'est un élément un peu purifiant. Et oui, et qui vous porte et qui vous permet de lâcher un peu. Ouais. Parce que quand on nage, on lâche un peu puisqu'on n'a plus les pieds sur terre. Et vous parlez de tendinite, j'imagine que c'est au niveau des chevilles. Non, des bras, des épaules et des... Ah, des bras. Mais oui, la tête dans les épaules. Ah bah oui. Exactement. Et oui, d'accord. Donc vous n'osez pas prendre votre vie en main, en quelque sorte. Et marcher et nager sont deux exercices très très importants et essentiels, mais il est important aussi, surtout quand on souffre de tendinite, qui sont des tensions liées au mouvement répétitif, d'essayer de trouver des activités qui font marcher tout le corps, qui vous font faire des coordinations, des prises de posture différentes que d'habitude et qui soient à chaque fois quelque chose de différent. Donc moi je vous encourage à explorer d'autres types d'activités physiques aussi qui vous permettent de vous explorer et de vous rendre compte que vous êtes capable de toutes sortes de prises de position. J'ai essayé en septembre, j'avais essayé le yoga et en fait mes bras me faisaient trop mal sur certaines positions, donc c'était compliqué. Assez souvent on est en appui sur les bras et j'ai pas continué pour l'instant parce que c'était trop douloureux. J'ai l'impression comme ça, je vous le donne tel que ça me vient et vous verrez ce que vous en ferez. Mais j'ai l'impression que quelque part ça vient du plexus solaire, c'est-à-dire que vous n'osez pas vous réaliser, moi, je suis, et donc du coup vous bloquez et les épaules et les bras, et je pense que ça peut venir par peut-être la respiration, respirer profondément par la poitrine en ouvrant le plus possible la cage thoracique, et je pense que ça peut libérer quelque chose. Je pense que, et peut-être aller voir un ostéo ou quelqu'un comme ça qui va refaire circuler toute cette énergie qui vient au niveau du plexus solaire. Ouais. C'est vrai que quand j'ai fait de la sophrologie, ça me faisait du bien, par exemple. Mais oui, bien sûr, parce que là, on travaille beaucoup les émotions sur le corps, avec le corps. Oui. Mais avancez. Oui. Mais typiquement, tout à l'heure, vous parliez de la danse, Lucie, et c'est vrai que c'est quelque chose, pas loin de chez moi, il y a une femme qui propose de la danse, mais alors pour le coup, là, ce ne sont pas des cours de danse, mais c'est de la danse naturelle, en fait. Et j'ai pas passé le cap encore pour l'instant. Pourquoi pas? Aujourd'hui même, cette notion de contrôle. Aujourd'hui même, prenez votre téléphone, prenez rendez-vous, allez. Vous allez voir, vous sortirez en souriant. C'est garanti. Oui, sûrement. Merci en tout cas, Karen. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne journée. Bonne journée.